Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler du freelancing et particulièrement du slow freelancing avec Brice Schwartz. Bonjour Brice. Hello Julie. Je suis contente de t'avoir avec nous. On a de plus en plus de freelance, tu le sais, il y en a partout, plein d'études. D'ailleurs, on en a sorti une il n'y a pas longtemps. Les freelances sont partout, sur tous les métiers. Ils réinventent leur manière de travailler et pour autant, ils se mettent souvent la pression. Beaucoup d'heures de travail entre la prospection, trouver ses clients, faire sa compta, le temps réel de travail, etc. Ils s'y retrouvent pas forcément, c'est difficile. Et toi, tu t'es intéressé au sujet avec le slow freelancing. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi le slow freelancing? Bien sûr. Alors ce constat que tu poses, c'est un constat que j'ai fait aussi. Mais avant de faire ce constat un peu global, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie quotidienne. Moi, ça fait 5 ans que je suis freelance. J'étais étudiant freelance. Donc à l'époque, je travaillais quand je pouvais, le soir, le week-end. J'ai une période où j'ai pu bosser 6 mois à temps plein. Mais au-delà de ça, c'était vraiment une organisation un peu quand je pouvais. Et là, depuis 3 ans que je suis vraiment freelance à temps plein, j'ai pas mal évolué dans mon organisation. Je suis assez partisan du feeling dans beaucoup de domaines de ma vie, notamment de l'organisation au travail. Donc être freelance, c'est quand même avoir une certaine liberté. Et dès le départ, je me suis dit, bon, maintenant je suis freelance, j'ai fini mes études, donc je dois travailler 35-40 heures. C'est comme ça que font les grandes personnes, quand même. C'est comme ça qu'on fait en France, en tout cas. Donc je vais travailler 35-40 heures. Le truc, c'est qu'à l'époque, mon métier, c'était essentiellement d'écrire. Aujourd'hui, j'écris encore beaucoup. Je suis copywriter, rédacteur web, mais je suis aussi content strategist, donc je crée des stratégies et je fais aussi de l'accompagnement individuel pour les personnes qui veulent monter en compétences, pour les entrepreneurs, les dirigeants sur ces sujets-là. Et écrire 7 heures, 8 heures par jour, c'est pas possible. C'est possible, mais je peux te garantir que ce que t'écris dans la 7e heure, c'est pas du même niveau que ce que tu as écrit la première heure quand tu étais tout frais et que tu étais vraiment hyper inspiré. Bon, je considère pas forcément que mon métier est un métier créatif parce que j'écris pas des romans. Un peu quand même. Un peu, mais disons que c'est beaucoup de mécanismes en fait. Comprendre la cible, comprendre la marque pour laquelle j'écris, connaître les techniques de copywriting par exemple ou de SEO quand c'est de la rédaction d'articles. Mais au final, l'inspiration, ça sert à rien de l'attendre dans ce métier-là. Par contre, l'inspiration et la créativité au sens large, elle baisse au fil de la journée, au fil de la fatigue aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai assez rapidement, au bout de quelques mois, commencé à bosser un peu moins. Mais ce qui a vraiment été le déclic, c'est le premier confinement. Premier confinement où je me suis dit, là, c'est le moment pour travailler à fond. Forcément, les 3/4 de mes activités de loisirs, on va dire, de vie perso, étaient annihilées. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais lancer une petite formation, je vais créer beaucoup de contenu, je vais lancer un livre blanc et je vais prendre plein de clients. Donc ça allait pendant un temps et au bout vers la fin des 2 mois de confinement, j'ai fait une sorte d'overdose. Alors c'est pas du tout un burn-out, je vais pas du tout me poser en victime là-dessus, j'étais pas du tout là-dedans, mais j'ai fait une sorte d'overdose de tout ce qui était en lien avec le freelancing, etc. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts, je lisais beaucoup d'articles, des livres, je regardais beaucoup de vidéos sur ces sujets et j'ai eu besoin vraiment de couper. Donc j'ai coupé à la fois un peu ces contenus-là qui faisait partie de mon quotidien, et j'ai pris un peu moins de clients. Et c'est avec le 2e confinement, qui est arrivé à peu près 6 mois plus tard, il me semble. Là, c'était un peu tout l'inverse, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment bossé très peu. Là, j'étais clairement sur du 2-3 heures par jour. Bon, ça s'est ressenti sur mon chiffre d'affaires parce que à l'époque, j'avais pas forcément la même organisation que maintenant, j'avais pas forcément les mêmes clients, etc. Mais je me suis dit, en fait, c'est quand même mieux. Donc, je vais essayer de trouver un juste milieu. Et là, depuis 2 ans, j'ai pas mal expérimenté. Aujourd'hui, j'ai un rythme de croisière où je travaille entre 2, 3 et 4, 5, 6 heures par jour. Jamais plus de 5 heures en général, parce que après je sens que ce que je fais c'est moins quali. Les clients sont moins contents, moi je suis moins content de ce que j'ai fait, et je commence à m'arracher les cheveux dans mon ordi, clairement. Et du coup, je prends assez peu de vacances, parce qu'au final, vu que j'en ai pas besoin, j'y pense pas forcément. Donc, je pense que c'est plutôt bon signe quand on se dit des vacances, moi, pourquoi pas, mais j'y pense pas souvent. Donc il y a les périodes un peu Noël et l'été où c'est un peu les périodes de vacances, mais sinon j'ai pas besoin de prendre une semaine. Tu ne te sens pas fatigué dans l'année en fait. Voilà, ni dans l'année ni dans la semaine, c'est-à-dire que j'attends pas forcément le week-end. Si le vendredi je suis vraiment éclaté, j'ai pas envie de m'y mettre, je vais pas travailler. Par contre, je vais peut-être bosser un peu le week-end. J'ai pas de problème à équilibrer comme ça mon temps de travail. Du moment que mes clients sont contents, vu que j'ai beaucoup d'asynchrone, donc je livre. Le client attend quelque chose, un article, une stratégie, 1 heure de coaching. Il attend ça pour une telle date. Lui, peu importe quand est-ce que moi je travaille. Et du coup, moi, je peux m'organiser quand je veux.
la journée, le soir ou le week-end. Du moment que le taf est fait, que tout le monde est content, moi ça me va. Et après, c'est là où j'ai un peu eu j'ai commencé à partir sur cette réflexion plus globale. Tiens, je vais mettre un mot dessus. Ce que je fais, je vais dire que ça s'appelle le slow freelancing. D'accord. Les autres freelances ont assez vite compris. Il y en a plein qui m'ont dit, ah, c'est super, moi c'est ce que je fais aussi. Donc trop bien. Faisons ça ensemble. Il y en a d'autres qui m'ont dit, hyper intéressant, je savais pas qu'on pouvait travailler comme ça et réussir à prospérer, parce que le but du slow freelancing, c'est non seulement de travailler moins, mais c'est aussi de garder un niveau de vie convenable et pourquoi pas même, de prospérer, parce qu'on peut travailler moins mais produire plus, ou en tout cas être plus efficient, grâce à l'hygiène de vie, grâce à des meilleurs clients, etc. Donc voilà, plein de... Donc le slow freelancing, pour résumer, c'est ça. Donc c'est le fait de travailler moins, de choisir peut-être mieux ses clients aussi. Ouais. Et d'avoir un rythme de vie qui est équilibré avec des temps finalement où tu vas faire... Qu'est-ce que tu fais du coup de ton temps libre? Du sport, tu te reposes C'est ça, c'est vraiment diviser mes journées en blocs. Ouais. Il y a les blocs de travail, où là pendant un bloc qui va durer entre 1 heure et 3 heures, je travaille. Je parle pas à mes amis, je réponds pas sur Instagram, je vais pas aller regarder par la fenêtre, je vais pas aller faire du sport. Par contre, quand je travaille pas, donc quand je fais ce que j'appelle les longues pauses, c'est-à-dire souvent entre midi et 2, moi c'est pas entre midi et 2, c'est entre midi et 3 et 4 parfois. Là je fais quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le travail, donc c'est soit aller faire du sport, soit aller me promener, soit bosser sur le podcast parfois. C'est encore un autre sujet. Mais en tout cas quelque chose qui n'a rien à voir avec mon activité freelance. Ou alors ça peut être regarder une vidéo de quelqu'un que j'adore sur YouTube, regarder une série ou autre. Et c'est vraiment déconnecté. Pour que quand je m'y remets... du temps où tu es quand même éloigné de ton travail. Voilà, j'essaie vraiment de ne pas y penser. Comme ça, quand je m'y remets quelques heures plus tard, je suis tout frais, comme si la journée venait de commencer. Et j'ai plus la fatigue accumulée des heures de travail passées. Et alors du coup, tu parles de travail en asynchrone et c'est aussi parce que tu as cette indépendance par rapport à tes clients qui fait que oui, tu as une date importante qui va être ta deadline, mais qu'entre-temps, tu peux gérer ton emploi du temps. Est-ce que tu penses, et tu le disais aussi tout à l'heure, qu'il y a plein de freelances qui bossent comme toi, finalement, tu as mis un nom dessus, mais ça existait déjà, il y en a de plus en plus et tu sens que c'est un mouvement quelque part. Est-ce que ce mouvement, il est réservé aux gens qui ont une profession comme toi, qui leur permettent de bosser quand ils veulent? Ou est-ce que c'est un mouvement qui peut aussi s'adapter à des freelances qui, de temps en temps, doivent travailler en équipe? Alors, c'est une très bonne question. Et la vérité, c'est que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend effectivement du type d'activité. Moi, j'ai beaucoup de contenu, de livrables, en fait, que je peux produire de mon côté. Et comme je disais tout à l'heure, le client le reçoit quand c'est fini et quand on a décidé. Après, si on est UX designer, si on est dans la team produit, si on est développeur, souvent on a des contraintes parce qu'on doit travailler en équipe et tout est connecté. En fait, on a plein d'interlocuteurs, on doit avancer au même rythme que d'autres. Parfois, on doit être chez le client. Moi, je travaille jamais chez le client. Je travaille toujours chez moi ou en tout cas en télétravail. Ça peut être dans des coworking, des cafés ou autres. Mais ça dépend du métier. Clairement, on est d'accord. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on a envie. Il y a des personnes qui adorent avoir un rythme de travail classique, un peu traditionnel, on va dire, c'est-à-dire 9h, 17h, par exemple. Et c'est très bien. Si c'est ça qui nous correspond, qu'on a besoin d'avoir ce cadre-là, il vaut mieux miser là-dessus et pas commencer à prendre des risques, à se dire et si je commence à travailler à 20h bon, après, faut tester des choses, clairement. Mais je pense qu'on a tous une sorte de rythme un peu naturel et il faut accepter ce rythme-là. Même s'il est un peu atypique. Moi, je connais des freelances qui bossent la nuit. Bon, pas la nuit à 4h du matin, mais le soir, en tout cas tard. D'autres qui travaillent tôt. Je connais des freelances qui se lèvent à 6h. Je leur dis, mais pourquoi tu fais ça? Je me suis pas levé à 6h depuis longtemps. Mais voilà, chacun son rythme. Et donc, chacun un peu son organisation. Et en tout cas, le slow freelancing trouve un écho. Mais certaines professions. Voilà. Je sais pas après si c'est destiné à prendre plus d'ampleur proportionnellement aux autres modes de travail en freelance. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient. Oui, c'est un mouvement. Tu constates que t'es pas seul. En tout cas, depuis que t'en parles, ça t'a permis d'identifier une communauté, mais c'est pas forcément un mouvement. En tout cas, on le sait pas encore aujourd'hui, qui peut convenir à tout le monde ou prendre de l'ampleur. Tant que ça cohabite avec un système finalement traditionnel d'entreprise avec des horaires. C'est ça aussi. C'est vrai qu'il y a de ça aussi. J'aime bien dire que le slow freelancing, bon, il y a les aspects très techniques, très pratico-pratiques, où c'est des blocs d'organisation, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi tout un aspect un peu philosophique, sociétal, politique aussi. Il y a plein d'autres aspects. Le contre-pied de la vie qui accélère. Exactement. Et prendre du recul, au final, c'est souvent ça qui nous manque et qui fait tellement du bien. Et c'est souvent malheureusement après un traumatisme, par exemple, que une dépression, un burn-out, un confinement, que on se dit
ok, ça n'allait pas, en fait. Je me rendais pas compte sur le moment, mais du coup, je vais prendre un peu plus de recul. Et là, d'un coup, on se rend compte que on n'est pas notre travail. On peut beaucoup s'y impliquer, on peut adorer ce qu'on fait, mais il faut quand même, je pense, avoir un certain équilibre qui est relatif en fonction des personnes, encore une fois. Mais... Alors, il y a un truc que tu disais qui est intéressant, et j'aimerais qu'on en parle, justement, c'est l'argent. Donc tu disais ce matin dans les cafés freelance que finalement tout est enfin il faut résoudre ce problème d'argent aussi pour pouvoir travailler comme on veut. Comment on fait quand on est indépendant et qu'on a envie de lever un peu le pied, de trouver le bon rythme et de tester le slow freelancing? Comment est-ce qu'on fait finalement pour garder son niveau de revenu? Tu le disais au début quand tu t'y es mis, ça a impacté ton chiffre d'affaires. Bon, on a quand même besoin de manger à la fin du mois. Et comment est-ce qu'on fait aussi pour voir une évolution de ses revenus sur du moyen ou du long terme? Parce qu'on a quand même des ambitions, enfin, même en dehors du fait que le coût de la vie augmente partout, on le sait, on a quand même des ambitions aussi de se dire, tiens, dans 10 ans, j'aimerais gagner plus parce que peut-être que j'aurai un rythme différent, etc., ou que j'aurai des enfants, etc. Enfin, je dis ça parce que tu es encore jeune, mais ça peut être d'autres choses qui arrivent dans la vie et qui font que tu as quand même envie de voir une évolution positive et pas négative. C'est quoi alors la recette? Tu t'y es pris comment? C'est pas magique, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est bien de le préciser parce que on associe souvent un peu slow freelancing, c'est un peu comme un salarié au 4/5e, donc tu vas bosser un peu moins et donc tu vas gagner un peu moins. Le lien est pas si évident. Quand c'est bien organisé, que c'est bien ficelé, qu'on met en place les bonnes méthodes, entre guillemets, on peut vraiment bien s'en sortir. Et moi, je l'observe aussi. Et forcément, ça met du temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a l'augmentation des tarifs qui va au fil de l'expérience, mais pas que, aussi de la compétence, aussi si on se forme régulièrement, du personal branding. Est-ce qu'on est quelqu'un de plutôt, on va dire, connu ou reconnu sur son secteur, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'ombre? Forcément, ça va jouer aussi sur le niveau de prix qu'on peut proposer. Donc ça, c'est vraiment l'aspect très pricing, TGM. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi travailler avec les bons clients à tous les niveaux, c'est-à-dire des projets sur lesquels on va avancer vite, qu'on va aimer, les clients seront contents. Donc c'est vraiment là où toutes les étoiles toutes les planètes sont un peu alignées. Donc ça aide. Et après, le fait aussi que travailler moins ne veut pas forcément dire produire, ou en tout cas avancer moins. Est-ce que tu peux être plus efficace, reposer Ce que tu peux faire en 4 heures, admettons, sur on va dire quelqu'un qui a un rythme plutôt classique, donc si on prend les 4 heures plutôt de la fin de journée, après le repas, quand on n'a pas forcément très bien dormi, parce que forcément on s'est levé tôt, et que du coup là, il est 14-15 heures, on se remet au travail, et on n'a plus tellement envie, et puis on dit voilà, ce soir j'ai ça à prévoir, etc. Donc là, on n'est plus tellement dedans. Donc ce qu'on va faire pendant ces 4 heures-là, en général, en entreprise ou en freelance d'ailleurs, ce sera pas aussi efficace que ce qu'on aurait fait le matin, avec l'esprit reposé et toute cette énergie. Sauf si on a fait une petite sieste, mais c'est rare quand même, les gens font une sieste à midi. Mais du coup, pour moi, on peut vraiment gagner en productivité grâce à la méthode des blocs de travail, Deep Work, Pomodoro, etc. Et aussi grâce à l'hygiène de vie. C'est-à-dire que si on dort bien, donc on est plus en forme, on n'a pas le coup de barre du début d'après-midi par exemple. Si on fait du sport, si on se bouge un peu, moi j'adore aller prendre l'air, aller marcher un peu, ou beaucoup. Je suis parti, je pense, des rares qui arrivent à faire les 10 000 pas par jour. Parce que au début je me forçais un peu, c'était longtemps, c'était il y a 3-4 ans. Je me disais c'est important de marcher, c'est l'OMS qui l'a dit. Du coup, je vais me forcer à marcher. Et maintenant j'en ai besoin, en fait. Vraiment, j'ai besoin de sortir au moins 2 fois de chez moi, chaque jour. Alors, que ce soit tout seul, que ce soit avec mon chien, que ce soit pour aller voir des amis, aller à un événement ou autre, ou juste pour aller marcher un quart d'heure, parce que je viens de faire 3 heures d'appel, pour passer à autre chose, j'ai besoin de sortir, de me mettre au soleil, voilà. Donc voilà, il y a plein de méthodes plein de techniques, plein de petites astuces pour gagner en productivité, donc réussir à baisser son temps de travail, mais réussir à faire en fait la même chose pour ses clients, potentiellement même faire plus pour ses clients. Et si on connecte ça aux tarifs qui augmentent, pricer encore plus, et donc au final on s'en sort plutôt bien. Mais il faut avoir tout ça en tête, il faut pas juste se dire ok, je travaille moins, et ça s'arrête là. Oui, évidemment, c'est vraiment une vraie organisation et aussi une rigueur finalement sur les temps libres pour ne pas rien faire, rester sur le canapé et pas bouger, quoi. On peut aussi. Je suis assez adepte de l'oisiveté. Mais est-ce que ça donne justement cette énergie, ce que tu parlais d'aller faire tes pas, de t'aérer, de sortir, c'est quand même c'est la ressource. C'est vrai, mais ça dépend, je pense, c'est quelque chose qu'on répète beaucoup en ce moment, mais que ça dépend des gens. Si on a envie, par exemple, ce que je fais quand je fais des pauses, parfois je fais aussi quelques parties sur la console. Alors là, je reste devant l'écran.
je sors pas, je marche pas, mais ça aide aussi. Et en fait, ça dépend vraiment de ce dont on a besoin. Si on a juste envie de rien faire, de s'affaler dans son canapé et de regarder les réseaux sociaux, si c'est ça qui aide vraiment, ça peut être une pause canapé réseaux sociaux. Au final, faut tester. Bon, techniquement, c'est vrai ce que tu dis. C'est quand même prouvé que ça marche mieux d'aller prendre l'air et de faire du sport. Mais pourquoi pas alterner un peu. Et alors du coup, j'aimerais qu'on parle de ton podcast, parce que tu as sorti quand même un podcast qui s'appelle Slow Freelancing, le podcast. Donc je pense que c'est des sujets que tu abordes régulièrement. Yes. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur le type d'invité que tu reçois, de quoi vous parlez, puisque c'est quand même un vaste sujet et finalement tu le dis, il ne s'agit pas juste de s'arrêter, de travailler et voilà, il y a quand même des petites choses à mettre en place, une nouvelle organisation. Donc comment se structure ton podcast, qui tu invites, de quoi vous parlez? Effectivement, le podcast, ça fait 2 mois qu'il est lancé. Ça fait un moment que j'y pensais. Je me disais, maintenant, j'ai commencé à parler du concept de slow freelancing. Ça semble intéresser certaines personnes. Il faut aller plus loin. Il faut leur apporter un peu plus de contenu, de valeur. Et du coup, j'ai commencé à créer le podcast. Donc là, j'ai 8 épisodes de sortie. J'aime bien alterner. En fait, j'avais un podcast précédent sur l'écologie, donc rien à voir. Okay. Où là, j'avais fait des épisodes solo où j'abordais des concepts, des thématiques, j'allais vraiment au fond des choses avec des extraits audio, etc. Et j'avais des épisodes avec invités. Je trouvais que les 2 formats étaient intéressants. Au final, et même moi qui écoute beaucoup de podcasts, vu que je marche beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Et du coup, je me suis dit, pour ce podcast-là, je vais faire pareil. Et là, donc, ce que je fais, c'est que j'alterne. J'ai un épisode solo qui dure entre 5 et 15 minutes où je parle d'un sujet en particulier. Okay. Récemment, par exemple, il y avait le slow freelancing, pourquoi, pour qui. Et vraiment, je réponds à cette question. Et un épisode sur 2 avec un ou une invitée, alors qui est globalement dans l'esprit un peu slow freelance, qui se définit pas forcément tel quel, mais en tout cas qui a plein de choses à raconter sur un sujet en particulier. J'avais reçu par exemple Nolo Ndasri pour parler de comment s'organiser par rapport à la parentalité quand on veut réduire son temps de travail, garder son niveau de vie et pouvoir profiter de sa famille. Qu'on a reçu aussi Exactement. Freelance, ouais. Tout à fait. Il y a aussi un épisode avec Cédric Costa sur les side projects. Okay. C'est un mec qui est freelance, mais qui à côté est coach de MMA. Il a son podcast, il a son collectif, il s'implique dans la crèche de son fils. Cet homme est partout. Et du coup, il donne plein de conseils pour vraiment réussir à segmenter comme ça et à se servir en fait de son activité freelance comme catalyseur de tout le reste. Okay. Et c'est un pilier financier qui peut ensuite donner lieu à des projets qui vont eux-mêmes rapporter de l'argent. On y revient d'ailleurs, à l'argent. Mais voilà, comment s'organiser, ou alors un épisode sur le minimalisme avec Mathieu Ozada, ou sur justement l'équilibre vie pro, vie perso, sans pour autant négliger ses objectifs et son ambition, avec Claire Michard. Donc plein de sujets hyper intéressants. J'essaie à chaque fois d'avoir une personne en tête. Je sais que cette personne est à l'aise sur ce sujet, dit des choses intéressantes, donc on parle de ce sujet-là. On va pas à chaque fois parler de slow freelancing, parce que ça reste très global et c'est bien, je pense, de le diviser. Et voilà, donc disponible sur toutes les plateformes, et ça sort tous les mercredis matins, et il y a des choses qui arrivent dans l'écosystème. Il y a une newsletter aussi qui est associée au podcast, qui s'appelle, en toute sobriété, Slow Freelancing, la newsletter. Je voulais rester sobre, parce que je me suis dit déjà, le concept en lui-même, c'est un terme nouveau, donc oui, j'ai pas forcément. J'étais parti sur Slow Freelance Life. Je me suis dit, on va se calmer quand même. On va aller à l'essentiel. Super, merci beaucoup Brice. Je pense que ce sujet va intéresser pas mal de nos freelances. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver l'interview de Brice en podcast, en vidéo sur toutes les bonnes plateformes et sur notre chaîne YouTube, ainsi que toutes les interviews de Changemakers. Donc suivez-nous sur freelance.com. Merci. Merci beaucoup.